Vous aurez peut-être eu l'occasion de remarquer durant vos études que quand on parle de méthodologie, on renvoie à deux choses assez différentes. D'une part, un formalisme qu'on exige de vous, le fameux plan de partie, les chapeaux, etc., etc. Sur cette partie-là, je répondrai à vos questions, mais c'est pas forcément ce qui va nous intéresser le plus longtemps dans cette séance. Parce que on ne peut comprendre l'intérêt du formalisme et on ne peut pratiquer ce formalisme que si on a su sortir les bons tiroirs de notre cerveau pour accomplir l'exercice qui nous était demandé. Donc moi, sur tous les types d'exercices que je vais vous faire travailler aujourd'hui, la dissertation, le commentaire d'arrêt dans deux matières différentes et le commentaire de texte en droit international public, je vais pas forcément revenir sur qu'est-ce qu'on attend d'un titre, etc. Je vais revenir sur comment est-ce que je peux mater mon cerveau, pratiquer ma réflexion pour atteindre un résultat qui soit satisfaisant, tant dans mon cheminement de pensée que dans l'efficacité de ce cheminement de pensée. Au début, quand on commence nos études, on est sous une masse d'informations, particulièrement dans les premières heures, qui est notable. Et donc, c'est logique des fois d'avoir du mal à sortir le bon tiroir de notre cerveau. Mais ça, c'est comme tout, ça se travaille et c'est surtout ces éléments-là que je vais essayer de travailler avec vous en vous présentant des sujets de dissert, des sujets de commentaires d'arrêt, des sujets de commentaires de texte, en vous laissant le temps de lire, éventuellement, si vous en avez envie, de noter juste en quelques mots ce que vous auriez pu évoquer sur tel sujet ou tel sujet. Pour l'arrêt, voir comment est-ce qu'on lit un arrêt efficacement, de quoi on a besoin, de quoi on n'a pas besoin. Et après, vous énoncez à quoi il faut faire attention, comment est-ce qu'on fait pour avoir un cheminement de pensée qui soit optimal, pour réussir à avoir un propos qui ait du sens, qui soit compréhensible par la personne qui vous lise, correcteur ou lecteur professionnel, et surtout qui vous permette d'avoir l'impression d'avoir dit quelque chose et d'avoir démontré quelque chose, et pas juste d'avoir craché du cours pendant 3 heures, parce que c'est quand même vachement plus valorisant pour soi-même de se dire qu'on a réussi à démontrer quelque chose. On va y aller par niveau, c'est-à-dire qu'on va faire la dissertation sur une thématique de L1 en droit constitutionnel. On fera ensuite le commentaire de texte en L2 en droit admin, le commentaire d'arrêt en L2 en droit admin, puis en L3 en droit de l'Union européenne. Et on finira par le commentaire de texte en L3 en droit international public. J'insiste sur le commentaire de texte, sur le fait que j'ai choisi une matière de droit de L3, L2, L3 parce que ça permet de varier, mais les interrogations que vous devez vous poser face à un texte sont les mêmes que vous soyez en droit international public ou en droit admin ou en droit constit, etc. Ça ne change rien. Sans plus attendre et pour éviter de passer trop de temps sur des choses qui ne sont pas de l'exercice pur, nous allons commencer par le droit constit et par voir ce qu'on a comme sujet cette semaine pour le droit constitutionnel, la dissertation du droit constit. Quand on est face à un sujet, tout d'abord, qu'est-ce qu'il faut faire? Il va falloir qu'on... c'est particulièrement valable pour la dissert, je vais vous montrer pourquoi. Il va falloir qu'on définisse les termes du sujet. Ça paraît niais, mais on va voir ce que ça a comme importance. Et qu'on liste nos idées. Définir les termes du sujet, c'est définir les termes du sujet. C'est quelque chose que je rencontre souvent quand je corrige des copies, c'est que pris par une flamme de réflexion, vous allez me définir les termes du sujet, mais également tous les termes annexes. Ça tend à vous faire des hors-sujets. Donc vraiment, quand vous avez un sujet, commencez juste par définir les termes qui vous paraissent pertinents. Ça vous permettra de vous cadrer dans le bon tiroir de votre cerveau et de fouiller dans le bon tiroir de votre cerveau. Une fois que ça c'est fait, ça, si vous êtes en examen, faites-le dans les 5 premières minutes. Si vous êtes en devoir maison, vous approchez du sujet, vous commencez par faire ça. Une fois que cela est fait, ayez au contraire une pensée la plus divergente possible. Ne vous limitez pas à ce qui vous semble évident. Notez toutes les idées que vous avez. Parce que parfois, vous allez noter une idée et vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui est intéressant. Vous allez vous dire, attends, là j'ai noté ça, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux fouiller de ce côté-là? Et ça vous donnera de nouveaux arguments auxquels vous n'auriez pas forcément pensé à la base. Vous allez aussi noter des trucs qui seront sans intérêt. Donc dans ce cas-là, une fois que vous avez noté toutes vos idées, avant de faire le plan, vous allez être sans pitié avec vous-même et vous allez vous dire, ça,
Je vois pas comment le rattacher au reste, donc du coup, ça veut dire que peut-être que ça a pas sa place dans mon sujet. Ce rapport d'auto-évaluation avec soi-même est beaucoup plus facile quand on est en devoir maison, qu'en devoir sur table, qu'en examen. Donc habituez-vous, à chaque fois que vous rendez un sujet, à avoir cette phase d'autocritique. En listant vos idées, en vous disant: «Attends, là, est-ce que je suis sûre vraiment d'être sur la bonne thématique? Ou est-ce que je suis sûre de ce que je raconte?» Si jamais j'ai le moindre doute, si je suis en devoir maison, eh ben, je vais pas avoir la flemme et je vais vérifier. Vérifiez vos idées, vérifiez vos listes, mais listez-les dans un bazar le plus immense. Vous aurez chacun votre méthode de travail. J'en ai qui aiment beaucoup faire, des cartes mentales. Je sais que je suis complètement nulle à ça, donc j'ai jamais essayé. Il y en a qui, juste vont lister au brouillon tout ce qui leur vient à l'esprit et cetera. Peu importe la façon dont vous le faites, l'important c'est vraiment de le faire. Le sujet qu'on va aborder cet après-midi, pour moi ça y est, c'est le matin, c'est un sujet qui est un sujet sec, c'est-à-dire que c'est pas une interrogation, c'est juste un sujet de droit constitutionnel. Le sujet, il est tout simple, c'est l'État-nation. Alors, l'État-nation, on va avoir plusieurs trucs qu'il ne faut pas faire. Tout d'abord, l'État-nation en droit constitutionnel, vous noterez qu'on s'est fatigué à mettre un tiret entre État et nation. Ce qui veut dire que le plan qu'il ne va surtout pas falloir faire, c'est de traiter d'une part l'État et de l'autre la nation. Ce que vous ne répondrez absolument pas au sujet qui vous était donné, qui est de réfléchir à la complexité du concept d'État-nation. Quand on pense à l'État-nation, généralement, quand on a un petit peu de base de droit constitutionnel, qu'on a entre 8 et 10 heures, on va avoir plusieurs idées qui vont nous toucher. Donc on va définir notre terme d'État-nation, le fait que c'est un État, donc un organe juridique qui s'est fondé sur une nation, donc une notion philosophique, politique, et qui revendique son existence du fait qu'il existe une nation en son sein. Je schématise très simplement, mais l'idée est là. Donc j'ai ma définition des termes du sujet. Une fois que j'ai ma définition du terme du sujet, je vais bien me souvenir qu'il y a le tiret entre les deux, mais je vais quand même noter toutes les idées que j'ai. Je vais me dire: «Ah bah attends, déjà un État c'est quoi? Bah un État, qu'est-ce qu'on m'a dit? Que c'était une fiction juridique, que c'était une organisation politique, que ça avait tel critère, tel critère, tel critère. Dans mon État, est-ce qu'il y a le critère qu'il y a une nation? Bah non, pas particulièrement». Puis je vais me dire: «Attends, une nation, qu'est-ce qu'on m'a dit que c'était? Ah bah on m'a dit qu'il y avait telle conception qui estimait qu'il faut qu'il y ait la même langue, la même culture et cetera». Donc la conception allemande, que les Français, ils ont développé une conception française, essentiellement pour avoir une justification pour garder l'Alsace et la Moselle, qui était qu'il y a la volonté de vivre ensemble, et cetera. Donc ça, je vais tout noter au brouillon. Je vais continuer à dériver. Je vais me dire: «Ah bah attends, j'ai défini l'État, je sais ce que c'est une nation. Je verrai si j'ai besoin d'en parler, j'en sais rien». Et je vais me dire: «Bah attends, est-ce que l'État-nation, qu'est-ce que je sais d'autre? Est-ce que c'est le seul modèle d'État qui existe sur terre?» Et là, je vais voir si je réponds oui ou si je réponds non. Donc moi, je vais dire: «Bah, je réponds non». Parce que, bah, il y a des États où on reconnaît l'existence, par exemple, de Premières Nations, comme au Canada, ce qui montre que c'est pas un État-nation puisqu'on admet qu'il y a des minorités nationales. Il y a des États qui sont également les États régionaux qui paraissent, pareil, admettre l'existence de minorités nationales, donc c'est difficilement conciliable avec la logique d'État-nation. Je vais noter si j'ai des exemples d'États-nation. En tant que Français, on est un peu cheaté, on a comme exemple la France, ça va. Je vais continuer à regarder. Je vais regarder si c'est dans un devoir de TD, si dans la plaquette de TD que j'ai pas des penseurs, des auteurs qui m'ont permis de réfléchir autour de la notion de nation, autour de la notion d'État-nation. Je vais tout noter comme ça. Si je suis en devoir maison, je vais laisser 10-15 minutes macérer. Juste pendant ce temps-là, je vais réfléchir comment je construis mon intro, ou je vais lire ma plaquette de TD, voir si je trouve des éléments. Je vais laisser macérer ce socle d'idées que j'ai là. Je le reprendrai après un petit temps de réflexion et je vais essayer de voir s'il y a des trucs que je veux ôter, s'il y a des trucs que je veux rajouter. Par exemple, là, je suis en train de me dire que dans les exemples que je vous ai donnés, je vous ai pas parlé de comment est-ce qu'on a inventé le concept de nation. Comment est-ce qu'en France, on est passé de l'ancien régime avec l'État c'est moi, Louis XIV, etc., à
qu'est-ce qu'on a pour justifier l'existence d'un État sur un territoire? Et là, on a sorti le concept de nation, et cetera, la souveraineté nationale, et cetera. Donc ça, je vais me le noter à nouveau. Une fois que je vais faire ça, je vais me dire, bah, j'ai bien expliqué ce qu'était l'État-nation, je suis en mesure de dire que c'est pas le seul modèle qui existe sur Terre, je suis en mesure d'expliquer que ben, ça essaye d'unir une fiction juridique et une notion politique et d'en faire quelque chose de cohérent. Donc je commence à avoir des trucs à dire. Là, moi, généralement, à ce moment-là, j'essaye toujours de me poser une question qui souvent, spoiler, va me servir de faire une ouverture à la fin de mon plan. Et cette question, c'est, alors, j'ai bien expliqué le sujet, etc. Je suis solide pour l'expliquer sur mes points de cours. Je suis solide pour l'expliquer sur des auteurs que je connais, etc. J'ai vérifié que mes exemples étaient justes. J'ai vérifié que les contre-exemples étaient justes. Je suis bon, je suis OP. Est-ce qu'il y a des limites à mon concept? Est-ce que il y a des trucs qui peuvent remettre en cause la notion de l'État ou de l'État-nation? Est-ce que il y a d'autres exemples, d'autres modèles qui peuvent émerger dans le monde? Donc, je vais voir si je trouve des trucs. Ça, généralement, c'est le moment où on va si votre plaquette a été pensée pour que vous travailliez la notion de limite, vous aurez sans doute dans la plaquette de TD un ou deux éléments qui vous permettent de penser la logique de limite. Sinon, c'est peut-être souvent dans les cours, on a tendance à vous présenter un concept puis vous présenter ses limites parce que rien n'est jamais parfait en droit, sinon ça se saurait. Donc du coup, souvent, on a des éléments comme ça. Si vous êtes à un niveau où vous êtes amené à faire des recherches vous-même, faites vraiment attention à cette étape de limite qui vous permettront de montrer que vous avez fait des recherches, que vous êtes sorti du bois et sorti de la facilité. Et comme ça, vous pourrez avancer de ce côté-là. Une fois que j'ai vraiment fait cette notation en 2 temps, c'est-à-dire le premier jet où j'ai les premières idées de base qui me viennent, qui sont souvent des idées de cours assez communes, et ce deuxième jet où je vais avoir au contraire me dire bah attends, est-ce que je peux aller chercher ça, ou je me relis et je me dis ben soit il y a quelque chose que je veux enlever, soit il y a quelque chose que je veux rajouter parce que j'y ai pas pensé. Ça, on va dire que en condition d'examen, on va essayer de faire ça sur une épreuve de 3 heures, hein, j'entends. On va essayer de faire ça en 30, allez, on va se dire 35 minutes pour le faire en 40 à peu près. Hein. Une fois que j'ai ça, je vais garder ma liste d'idées. Et moi, ce que je faisais quand j'étais étudiante, c'est que je le faisais en fait avec des codes couleurs. J'avais plusieurs couleurs de stabilo. Et je mettais la même couleur pour les idées qui, à mon sens, pouvaient aller entre elles. C'est-à-dire, je me disais, ah ben attends, là, il y a tout un truc où je dis que l'État-nation, c'est pas le seul modèle, et j'essayais de trouver d'autres exemples de modèles d'État. J'ai 2 exemples de modèles d'État, bah attends, est-ce que ça peut aller entre eux? Donc ça, vous allez lire vos idées, et vous allez essayer d'établir des ponts logiques entre vos idées. C'est souvent l'épreuve la plus difficile. Parce que établir des ponts logiques entre les idées suppose déjà d'avoir une logique qui est suffisamment solide, et des fois, être logique, c'est quelque chose qui se travaille, c'est comme tout, et également qui suppose d'avoir suffisamment de recul sur son cours. C'est parfois le moment qui va nous prendre le plus de temps. Mais vraiment, on va pas essayer. En fait, le but, c'est pas d'essayer de faire un plan pour faire un plan. Parce que quand tu fais un plan pour faire un plan, 9 chances sur 10, il est mauvais. C'est vraiment, je pars de mes idées, je pars de ce que je connais. Je vais pas essayer de faire un plan où en fait j'arriverai pas à meubler le B parce que j'ai pas d'idées. C'est pas un problème de pas avoir d'idées. Autant partir de ce qu'on a et essayer de meubler avec ça. Je pars de mes idées, de mon brouillon, le plus dégueulasse qui soit, on s'en fiche. Mais je vais essayer juste de noter ce qui va ensemble. Par exemple, là, j'ai dit qu'il y avait 2 conceptions de nation. Est-ce que je peux en faire un A ou un B? J'en sais rien, mais en tout cas, ça va ensemble. J'ai parlé du fait que y avait une origine historique de la logique de nation, qu'on l'avait créée un petit peu parce qu'on avait besoin de quelque chose. Ça, est-ce que ça peut aller avec d'autres choses? Je vais voir. Peut-être que je le mettrai dans l'intro, etc. J'ai parlé des limites. J'ai montré qu'il y avait d'autres modèles d'État. Ça, est-ce que je peux le mettre ensemble? Donc ça, c'est le moment où souvent tu vas passer le plus de temps. C'est pas grave de passer du temps pour ça, parce que même si tu passes du temps sur ça, en fait, souvent, si ça, c'est pas trop mal fait, tu vas passer
moins de temps sur ton plan. Parce qu'en fait, une fois que tu as réussi à relier des idées entre elles, tu as juste à dire: «Ah ben, les idées bleues, je vais en faire mon 1A, les idées jaunes, je vais en faire mon 1B, les idées roses, je vais en faire mon 2A», vous avez compris l'idée. Donc ça, c'est les étapes, à mon sens, les plus importantes. Souvent, le souci qu'on a sur les copies qui posent des difficultés en dissertation, et ça se ressent, même quand on demande juste de corriger un plan simple, hein, ça se voit quand même, vous étonnez pas, c'est, le plan, comme on vous dit que le plan, c'est quelque chose d'essentiel et cetera, et c'est quelque chose d'essentiel, hein, il y a pas de débat. Mais quand on vous dit que le plan, c'est quelque chose d'essentiel, votre objectif à la fin, c'est plus d'analyser le sujet et de l'expliquer et de le rendre vivant, d'argumenter sur ce sujet, c'est faire un plan, faire un plan, faire un plan. Faut prendre les choses à l'endroit. L'objectif d'une dissertation, ce n'est pas uniquement de cracher du cours. C'est d'utiliser ces points de cours, ces exemples de cours, les connaissances qu'on a pu acquérir pour argumenter dans un sens ou dans un autre. Et cet objectif-là, c'est un objectif qui est commun à la dissertation, au mémoire et à la thèse. Dans tous les cas, le grand point commun que vous avez, c'est que vous devez partir de connaissances, de recherches, de points de cours selon votre niveau pour démontrer quelque chose. Et l'objectif, c'est quand même d'avoir une argumentation qui soit construite sur des faits juridiques et sur des éléments de cours. On vous demande pas de dire la Terre est plate et je vais vous le prouver sur des choses qui sont fausses. Mais on vous demande quand même d'avoir une certaine logique et une certaine argumentation dans vos propos. Et c'est sur ça que le travail sur les titres va être important. Ce qu'il faut souvent éviter, c'est d'être pas solide sur ses définitions. Parce qu'en fait, pas être solide sur ses définitions, ça va faire que, comme tu connais pas forcément la signification des mots, je sais pas moi, on va te mettre un sujet sur quoi je peux avoir souvent des erreurs? Ouais, tiens, on va te mettre un sujet sur les constitutions modernes, la protection des droits par la Constitution, etc. Et il va y avoir toute une sous-partie sur comment est-ce qu'on modifie la Constitution. Ben, en fait, tu t'es trompé de tiroir parce que tu as confondu moderne et rigide souple. Donc, pour éviter de se tromper de tiroir cérébral, le meilleur moyen, c'est vraiment d'être solide sur ses définitions. Sur ça, déjà dans la plupart des cours, il y a des définitions. Et s'il y en a pas, un lexique des termes juridiques, il y en a plein à la BU et il y en a en ligne, et cetera. On va revenir maintenant sur la grande révélation du plan que je vous propose pour cette semaine. Et on va revenir à quels sont les avantages et les inconvénients de mon plan, qu'est-ce qu'on peut éventuellement lui reprocher, parce que c'est pas parce que c'est un plan qui est fait par un enseignant que il est à 100% parfait. Et comment est-ce que j'ai essayé de réfléchir autour de ce sujet pour faire quelque chose qui tienne. Donc le sujet, c'était l'état-nation, point. La première étape qu'on va faire dans ce genre de cas, c'est de passer à une question, à une problématique à laquelle on va pouvoir répondre. Moi, ma réflexion, ça a été de me dire, l'état-nation, c'est un concept qui est super ancien, qui s'était inscrit dans un contexte de besoins historiques, etc. Est-ce que c'est encore vraiment un concept qui est pertinent au XXIe siècle? Donc, ce qui arrive à l'état-nation, est-il encore un concept pertinent? Je pense qu'il y avait tout à fait possibilité de faire des plans avec d'autres problématiques. Par exemple, genre, l'état-nation est-il un modèle pour l'ensemble des États sur le globe, etc. Mais moi, généralement, notamment en constit, j'aime bien faire des problématiques un peu larges parce que je me dis que au moins je pourrais caler l'intégralité de mes arguments sans trop galérer. Sur ce point, quand vous êtes face à un sujet affirmatif comme ça, la problématique, ne la faites qu'au moment où vous avez listé vos idées. Parce que pareil, ça va être voire au moment où vous avez déjà fait le plan. Parce que pareil, ça va être vachement compliqué de répondre à une question si vous n'avez pas réfléchi avant quels éléments de réponse vous pouvez apporter. Donc paradoxalement, bien que la problématique est un élément qui arrive tôt, qui arrive dans l'intro, n'hésitez pas à la réfléchir relativement tard pour être sûr que votre plan et votre problématique matchent bien. Donc personnellement, je suis partie sur l'état-nation, un concept ancré dans un contexte historique.
Donc ça va être un 1 où en fait je vais beaucoup revenir sur les logiques de pourquoi est-ce que la notion de nation est créée et a été créée, pourquoi est-ce que la notion d'État-nation a été créée dans le contexte français, quelles sont les utilités. Ce qui arrive donc au fait que j'aurai un grand 1. Donc là, quel est l'intérêt de mon titre? C'est que par le titre de mon 1, je montre que je vais faire essentiellement de l'histoire du droit constitutionnel et de l'histoire des idées. Je vais avoir un A qui a pour défaut d'être assez descriptif sur les visions concurrentes de la notion de nation. Donc je vais revenir sur la vision allemande et la vision française. Si j'avais dû rédiger, j'aurais présenté une vision puis l'autre et j'aurais fini en montrant que on utilise le même terme, mais en fait on parle pas du même concept. Et ça m'aurait amené sur le fait qu'on a eu, après ce développement de notion de nation, le développement de l'État-nation avec l'exemple français. Je serais revenue sur ce que je vous disais sur le fait que la fin de l'Ancien Régime, au-delà des modifications constitutionnelles majeures qu'il a pu engendrer, a aussi eu une modification sur la façon dont on pensait le pouvoir et dont on pensait le fondement du pouvoir, puisqu'on est passé d'une monarchie de droit divin à souveraineté populaire, souveraineté nationale, ça dépend du régime quand vous êtes dans la période post-révolutionnaire. J'ai mis Burdeau parce qu'en fait j'avais trouvé un texte de Burdeau sur qu'est-ce que l'État et qui expliquait que l'État, jamais personne l'avait rencontré, jamais personne ne lui avait serré la main, que c'était uniquement une fiction. Et du coup, je me disais que c'était intéressant de montrer que on met deux fictions ensemble pour essayer de les justifier l'une l'autre. Dans la vision française de la nation, on dit que la nation, c'est une volonté de vivre ensemble, etc., qui est assez proche du critère de population qu'on a pour la constitution de l'État. Et l'État étant une fiction, en France, on a dit qu'on avait besoin de le fonder sur la souveraineté nationale pour pouvoir créer les régimes représentatifs. Donc les deux sont des fictions et les deux s'auto-nourrissent et s'auto-valident. Et j'aurais fini par une première limite franco-française qui est sur le fait qu'on affirme qu'on est un État-nation, mais en même temps, on a tendance à prendre en compte les particularités régionales, ce qui ça est quand même un phénomène très récent et était une révolution dans la façon de penser le statut de l'État en France, avec par exemple le cas des accords de Nouméa pour la Nouvelle-Calédonie et le cas de la Corse également. Donc ça, mon 1, c'est un 1 qui revient sur d'où vient l'État-nation, qu'est-ce qu'il a comme exemple emblématique, la France. Du coup, je vais faire un B sur ça parce que j'ai de quoi le nourrir. On va revenir sur la deuxième partie du plan, qui est donc comment est-ce que le concept d'État-nation peut être challengé. Et on a plusieurs éléments qui sont intéressants. Donc le A, c'est en fait ce que je vous ai dit un petit peu à l'oral quand j'ai fait ma liste d'idées, qui est que tous les États ne sont pas des États-nations. C'est pas une vérité absolue sur l'intégralité du globe. C'est quelque chose qui existe, mais qui n'est pas la norme au niveau international. J'ai pris deux exemples qui sont les exemples que je maîtrise le mieux parce que c'est des pays qui me bottent d'un point de vue constitutionnel, qui sont l'État multinational qui, alors l'exemple c'est la Hongrie. Si vous voulez, dans la constitution hongroise, il y a la notion d'État et il y a la notion de plusieurs nations. Donc il y a la notion magyare, qui est la nation majoritaire au sein de la Hongrie. Et d'ailleurs, ils reconnaissent l'existence d'une nation magyare en dehors des frontières de la Hongrie, mais bon, passons. Et ensuite, ils reconnaissent l'existence d'autres nations au sein du territoire hongrois. Donc du coup, ils s'assument comme un État multinational. C'est pas parce que vous faites pas partie de la même nation que vous ne pouvez pas avoir accès à l'État de la même façon, etc. C'est une façon de reconnaître les minorités qui est assez intéressante parce que, alors après, ça s'accompagne d'une volonté de projeter la nationalité magyare en dehors des frontières de la Hongrie, mais bon, ça passons. Et c'est quelque chose qui est assez intéressant parce que ça montre que avoir plusieurs nations en son sein et l'assumer, le reconnaître, n'est quelque chose qui ne remet pas en cause la stabilité de l'État comme fiction juridique. Et d'autre part, j'ai pris l'exemple de l'État régional en Espagne pour montrer que on pouvait reconnaître l'existence de minorités nationales
comme le Pays basque et la Catalogne, tout en affirmant l'unité de l'État et en créant des régimes spéciaux pour assurer une certaine autonomie à ces minorités nationales. Donc du coup, si on y pense, le modèle d'État-nation à la française, avec cette unicité de la nation euh, et, euh, et cette unicité de la nation qui fonde l'unité de l'État, c'est quelque chose qui n'est pas absolu, voire même quand j'avais fait un petit tour des constitutions européennes sur ce sujet, j'ai pas eu particulièrement l'impression que c'était la norme à l'échelle de l'Union. Typiquement, tous les pays des Balkans ont des régimes de reconnaissance des minorités nationales, etc., plus ou moins poussés, dû à leur histoire, etc., c'est assez logique. Les pays qui ont l'attachement le plus solide à la logique de nation, c'est la France, l'Allemagne, et dans une moindre mesure, les pays baltes, notamment pour se protéger des minorités russophones. En dehors de la France, quand on s'intéresse dehors de la France et de l'Allemagne, quand on s'intéresse à la logique de nation, en fait, on tombe souvent sur des questions linguistiques. Et donc ça, c'est mon A. Mon A, je l'ai fait parce que ça me botte le droit constitutionnel comparé. Donc du coup, je suis partie sur ça. Ce A, il n'est pas absolu. Vous auriez pu également faire un A sur le fait de montrer que il existe d'autres États-nations que la France, mais qu'ils n'ont pas forcément le même fonctionnement que la France. Ou montrer qu'il n'y avait pas de corrélation entre État-nation et État unitaire. Parce que l'Allemagne est un État-nation, ça se revendique comme tel, etc. Mais pourtant est un État fédéral. Donc ce A-là, c'est un A où en fait on va montrer nos connaissances à nous. Ça dépend du cours qu'on a eu, ça dépend du TD qu'on a eu, ça dépend de plein de trucs. Et en fait, c'est pour ça qu'il n'y a pas de plan parfait et il n'y a pas de plan témoin. Parce que chaque élément qu'on va avoir dans nos plans viennent de ce qu'on a appris nous. Et c'est là où on va voir nos particularités de cours. C'est là aussi où ça peut être cool de sortir les exemples du prof, parce que ça montre que vous êtes intéressé au cours, ou des exemples qui sont dans les plaquettes, parce que ça montre que vous avez lu les plaquettes, etc. Les plans que je vous présente ne sont pas des plans qui sont une réalité absolue, et c'est vrai dans toutes les matières. On part tous avec des connaissances qui sont... On a tous le même pack de base, mais nos exemples vont pas forcément être les mêmes. On a tous le même pack de base, mais on va pas forcément avoir la même opinion. Par exemple, l'État-nation est-il un concept pertinent? Certains vont penser que oui, certains vont penser que non, etc. Donc du coup, nos plans, des fois, ils vont se ressembler. Des fois, ils vont pas se ressembler, mais c'est pas parce qu'ils se ressemblent pas qu'ils sont mauvais. Juste si on a répondu à la question posée et qu'on ait des arguments, généralement, ça va bien se passer. Et c'est pour ça vraiment que je sais qu'ils traînent sur des sites qui en plus souvent vous font payer une blinde pour de la merde, des exemples de plans dans les sujets, etc. Déjà, si vous le comprenez pas, vous serez pas capable de le remplir, donc dans le meilleur des cas, vous aurez 6. Et surtout, l'intérêt de faire une dissertation, c'est pas d'essayer d'arriver à un plan à tout prix et peu importe la fin justifie les moyens. C'est d'essayer de voir comment est-ce que je peux utiliser les connaissances que j'ai moi dans mon cours pour essayer de faire quelque chose. Faut 1000 fois mieux, notamment au début de vos études, faire quelque chose de moyen ou de médiocre, mais avec vos connaissances, que de vous faire passer pour quelqu'un de brillant en ayant pris le travail de quelqu'un d'autre. Et en plus, le deuxième cas, vous risquez la section disciplinaire, le premier, vous risquez un 8, c'est quand même moins grave. Et mon B, donc je suis vraiment sur un B d'ouverture, c'est le fait que quand même on parle d'État, on parle de nation, etc. On parle d'État-nation, c'est bien beau, mais ça correspond pas à la réalité du droit telle qu'on la constate aujourd'hui. On a une émergence d'organisations qui sont pas des organisations étatiques, qui sont pas des organisations, qui sont pas des nations, mais qui ont quand même une importance dans la pratique du droit au quotidien. Et sur ça, je serais partie sur l'Union européenne avec le projet de traité établissant une constitution européenne. Pourquoi celui-là et pas pourquoi ceux d'avant ou ceux d'après? Parce que c'est le moment en 2004 où les rédacteurs des États membres ont tenté de faire un saut vers quelque chose qui ressemblerait à une constitution, mais sans parler d'État, sans parler de nation, en faisant une espèce d'ovni juridique. Donc de montrer que c'est possible s'il y a la volonté des gens qui sont derrière. Manque de bol, là, le traité a été refusé, donc c'est un exemple qui montre que même si il y a une volonté d'une partie de la population, enfin d'une partie des rédacteurs des traités, la population, elle est assez attachée à ce qu'elle connaît, c'est-à-dire État, nation et des notions qui vont bien ensemble et qu'on maîtrise depuis un moment.
Et je serais enfin partie sur le fait que même dans les États les plus unitaires, les États-nations les plus unitaires qu'à la France, on a une augmentation particulièrement depuis les années 80, de la décentralisation et que cette décentralisation, elle donne de plus en plus de compétences aux collectivités territoriales et qu'on peut se demander si en fait c'est pas cette façon de challenger l'État par le bas qui va mettre à mal l'État-nation et rendre cet État-nation peut-être un concept moins pertinent parce que peut-être que les gens s'identifieront plus au territoire auquel ils vivent localement que à un État-nation qui réunit une fiction et un concept philo pour faire quelque chose qui tienne debout. Donc si on revient sur ce qu'on a vu sur la méthode de la dissertation. Le point le plus important et celui sur lequel je veux que vous ayez enregistré ça en se quittant ce serveur, le reste c'est pas très grave, c'est d'être en mesure de lister vos idées. La première fois que vous listez vos idées, soyez bienveillant avec vous-même. Mettez tout ce qui vous vient par la tête, définissez le terme du sujet, et après mettez tout ce qui vous vient par la tête. Si, je sais pas, vous avez entendu quelque chose aux infos et ça vous semble intéressant, mettez-le. Si vous avez le souvenir d'avoir lu un truc dans le cours mais vous savez plus où, notez si vous êtes en devoir maison, voir dans le cours de un tel, peut-être que je trouverai quelque chose. À cette première étape, soyez bienveillant avec vous-même. On vous dit rarement d'être bienveillant avec vous-même. Moi, je vous encourage fortement à être bienveillant avec vous-même à cette étape-là. On laisse macérer, on laisse mijoter. On revient 2-3 minutes après si on est en examen. 10-15 minutes après, si on est en DM, on prend le temps dont on a besoin. Entre-temps, on ne fait pas rien forcément. On peut lire sa plaquette de TD, préparer son intro si on est en devoir sur table. Et à ce moment-là, on va au contraire se mettre dans une posture un peu de correcteur. On va quitter cette bienveillance avec nous-mêmes et on va devenir plus critique. On va lire toutes nos idées et on va dire « Attends, t'as oublié ça ». Ou attends, là t'as raconté ça, sauf qu'en fait ça a rien à voir. Si on se dit attends, t'as raconté ça, mais en fait ça a rien à voir, on va se poser une autre question qui est est-ce que ça a tellement rien à voir que je le vire? Ou est-ce que ça a quand même un peu à voir et est-ce que du coup ça pourrait être intéressant pour mon intro, pour marquer le contexte, pour marquer l'intérêt du sujet, etc. Ça, c'est vraiment la base de votre méthode. C'est une étape qui ne vous quittera pas de la disserte de L1 jusqu'à votre soutenance de mémoire ou votre soutenance de thèse. Ce moment-là est le moment où vous allez vous rendre compte si vous maîtrisez le cours ou pas. Donc si dans le cadre de devoirs en maison, vous vous rendez compte que à cette liste d'idées là, juste au vol, il n'y a pas grand-chose qui vient, ça veut dire qu'il faut retaffer le cours. C'est pas la catastrophe, juste autant en être conscient. C'est quand même plus simple de se rendre compte qu'il y a des éléments de cours qu'on bosse mal quand on est à la reprise des TD au 10 février que de se rendre compte qu'il y a des éléments de cours qu'on n'a pas compris 2 jours avant les partiels. Donc à chaque fois, faites votre liste d'idées sans forcément aller fouiller dans le cours, etc. parce que vous allez perdre du temps. Juste faites votre liste d'idées. Une fois que ça s'est fait, une fois que vous avez fait votre autocritique, essayez de jouer au Lego avec vos idées. De vous dire, bah ça, attends, ça parle un peu de la même chose que cette idée-là. Je vais me noter que je peux peut-être les mettre ensemble. Ça, pareil, ça parle un peu de la même chose. Je vais me noter que je peux peut-être les mettre ensemble. Ça, j'ai un truc, mais c'est incomplet. Bah attends, je vais essayer de regarder dans le cours ou de faire des recherches pour essayer de compléter un petit peu cette idée. Quand vous avez une certaine maîtrise de votre sujet, des fois, votre instinct peut vous donner quelque chose. Par exemple, vous pouvez vous dire, je me rappelle qu'il y a quelque chose là, mais je sais pas exactement où. Ne méprisez pas cette idée-là et juste prenez le temps de chercher quand vous êtes en devoir maison. Et plus vous prenez le temps de chercher quand vous êtes en devoir maison, plus les idées resteront ensuite pour les partiels. Une fois que vous avez joué au Lego, se pose la question du plan et de la problématique. Le plan, on va prendre nos blocs de Lego, on va essayer de leur donner des titres. Donc les titres, je vous rappelle le formalisme autour des titres. Pour que ce soit un titre, il ne faut pas qu'il y ait de groupe verbal. Donc par exemple, l'État-nation, virgule, un concept ancré dans un contexte historique, ça c'est un titre. Par contre, l'État-nation est un concept ancré dans un contexte historique, ça c'est pas un titre. C'est essentiellement un formalisme. Ça permet en fait d'avoir un certain style et de mettre en valeur les capacités rédactionnelles. Oui, c'est pénible au début. Par contre, apprenez à le faire parce que plus vous allez avancer dans vos études, plus on va vous pourrir la vie avec ça, donc bon, autant que ce soit acquis.
Donc j'ai mes petits Legos que j'ai mis ensemble. Ça, typiquement, mes tirés, c'est vraiment mes petits Legos que j'ai mis ensemble. Je regarde et puis je me dis, bah attends, de quoi je parle? Bah là, je parle de vision de la nation. Et ben voilà, c'est bon. Une fois que je m'ai mis, donc là, j'aurais juste pu mettre sur mon 1A les visions de la notion de nation. Sauf que vous êtes d'accord que ça fait plus titre de course, titre de cours, que voire liste de courses, que titre de dissertation. On n'a pas l'impression que je démontre quelque chose, etc. Donc du coup, je vais rajouter un adjectif pour montrer que je vais présenter qu'il y a deux visions de la nation, qu'il y a plusieurs visions de la nation qui sont pas d'accord entre elles. Donc je vais mettre les visions concurrentes de la nation, de la notion de nation. Quand je vais dans une sous-partie traiter d'un seul exemple, je le mets dans le titre. Comme ça, l'objectif c'est pas de surprendre le lecteur quand il va lire votre sous-partie. L'objectif c'est que le lecteur il lit votre plan, il se dit ah bah ok là il va aller là il va aller là c'est clair, il n'y a pas de problème. Donc là c'est pour ça que j'ai mis le développement de l'État-nation, l'exemple français. Typiquement là si j'avais voulu rendre mon plan un petit peu meilleur, j'aurais pu mettre le développement progressif de l'État-nation, l'exemple français, pour montrer qu'on a répondu à un besoin à la fin de l'Ancien Régime et que maintenant on a quand même mis des légers coups de canif dans le contrat en accordant des statuts plus ou moins particuliers à des régions. Et donc là vraiment à chaque fois ce que vous devez avoir c'est qu'est-ce que je cherche à démontrer? L'existence des États non marqués par le phénomène régional, par le phénomène national, bah du coup je vais le démontrer dans ma sous-partie. La démonstration, ça passe ensuite par des éléments de rédaction. Vous allez prendre par exemple un élément de cours. Genre, tiens, on va prendre l'État multinational en Hongrie. On va expliquer ce que c'est, que dans la Constitution, on reconnaît plusieurs nations. Et puis après, donc ça, c'est les faits. Ça, c'est les trucs où, si vous le dites correctement, tout le monde sera d'accord avec vous. Il n'y a pas d'opinion, là. Il y a juste un fait matériel qui ne peut pas être remis en cause. J'ai cité un article de la Constitution hongroise où j'ai expliqué comment ça marchait, ça, c'est un fait. Sur ce fait, je vais y greffer mon argumentation, mon opinion. Le fait qu'il y ait la Constitution hongroise qui soit écrite comme ça démontre que l'État national, c'est pas l'exemple absolu, puisqu'il existe d'autres exemples de fonctionnement de l'État. Ça va être ce que je démontre, ce que j'argumente, mon opinion. À cette étape-là, nos visions peuvent diverger. Le droit, ça reste quand même, qu'on l'assume ou pas, more or less, une science sociale. Et, et du coup, on va devoir assumer que on puisse avoir des opinions divergentes si on part du fait et de choses qui sont justes. Ce sur quoi vous allez vous faire taper sur les doigts, c'est par exemple si vous me sortez que l'Espagne est un État fédéral, parce que ça c'est faux. Par contre, si vous m'expliquez l'Espagne c'est un État régional, ça fonctionne comme ça, etc. Et ensuite vous allez pouvoir dire du coup ça fonctionne comme ça, mais ça remet pas forcément en cause la notion de nation, parce que ils font juste reconnaître qu'il y a plusieurs nations, mais que l'État est quand même uni. Vous allez pouvoir dire ça remet en cause la notion d'État-nation, parce que à partir du moment où tu reconnais une nation autre que la nation espagnole sur un État, ça prouve que tu n'es plus un État-nation. Là, c'est le moment où nos visions vont pouvoir complètement diverger, et ne paniquez pas, c'est normal. Notamment quand vous tombez sur des corrections d'annales ou des corrections de TD, ce qu'il faut que vous vérifiez, c'est essentiellement les éléments de cours qui sont dedans, que vous ayez sorti le bon tiroir intellectuel. Après, si vous n'êtes pas d'accord sur l'argumentation, c'est pas forcément catastrophique. Et je le rappelle, in fine, pour finir le niveau L1, ne faites pas de conclusions. Les conclusions, c'est là pour répéter ce qu'on a déjà dit. Du coup, c'est pas utile. C'est là pour argumenter, on a déjà argumenté avant. C'est là pour ouvrir sur un autre sujet, on peut éventuellement le faire dans le 2B. Tous les rôles de la conclusion dans ce qu'on a pu vous apprendre dans le lycée doivent être exercés par la dissertation en tant que telle en L1 en droit.